Merci. Donc, je n'ai pas d'autre conflit d'intérêt. Je commence directement par une présentation. Donc. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'un neuropsychologue évalue les patients parkinsoniens en bilan préopératoire? C'est principalement, en tout cas, c'est une émission principale, pour éviter des effets indésirables post-opératoires. Et donc, pour ça, il faut essayer de faire attention donc, à des facteurs de risque déjà connus, déjà publiés, notamment par des méta-analyses, qui sont un patient plus âgé, un patient ayant un équilibre dopa important, un patient ayant des symptômes axiaux importants ou ayant aussi des altérations exécutives plus importantes et ou également des soucis de mémoire épisodique plus importantes ont un moins bon pronostic en post-opératoire qu'en pro-opératoire. Donc forcément, il faut essayer d'évaluer les fonctions cognitives pour pouvoir estimer avant l'opération l'état du patient. Et donc forcément, les patients parkinsoniens ont des soucis moteurs, ce qui est plutôt embêtant, notamment pour écrire. Et donc ce qui nous amène à réfléchir à la mise en place d'une batterie cognitive adaptée aux parkinsoniens, notamment une batterie limitant l'impact des symptômes moteurs sur la mesure, pour que l'on puisse avoir accès réellement à la cognition derrière. Alors il y a des recommandations sur la façon d'étudier la cognition dans Parkinson. Il y a en fait deux niveaux de précision dans l'évaluation. Donc ça c'est une publication de 2012, une grosse référence pour nous. Le premier niveau, c'est un screening global, donc une évaluation assez générale mais peu précise de la cognition. Et puis le second niveau, c'est l'étude de 5 domaines cognitifs principaux pour l'utilisation de deux tests par domaine. Donc il y a le langage, la mémoire épisodique, les capacités visuospatiales, les fonctions exécutives et la mémoire de travail, l'attention, qui sont souvent associées dans notre pathologie. Alors que disent du coup, suite à ça, il y a eu des recommandations sur les tests à utiliser dans Parkinson pour pouvoir notamment mesurer le screening, enfin une évaluation très générale. Et donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser la MoCA, la MATIS ou la PD-CRS, mais surtout pas le MMS, comme le dit si bien James Parkinson avec sa belle casquette, via une IA. Voilà, donc surtout pas de MMS, que vous pouvez vraiment passer à côté de patients parkinsoniens déments avec le MMS. Un patient parkinsonien dément peut très bien réussir un MMS. Donc n'utilisez pas, ça ne sert à rien. Et depuis 3 mois, des recommandations sont apparues justement pour pouvoir mesurer de façon plus précise les 5 domaines cognitifs. Donc j'ai dit tout à l'heure, 5 domaines, 2 tests par domaine. La publication s'est uniquement penchée sur l'évaluation de la mémoire, du langage, des aspects biospatiaux et aussi de l'estimation d'intelligence prémorbide. Donc en gros, c'est pour essayer d'estimer une sorte de QI avant soucis neurologiques, quoi. Et donc dans ces recommandations-là, ils ont défini 4 tests principaux pour mesurer la mémoire. Un test est recommandé pour mesurer le langage, donc c'est le Boston Naming Test. Un test est recommandé pour les fonctions de visuospatiale, donc ce qui est les matrices de la Weiss, donc du test d'intelligence, du test de QI. Et puis le classique NART, donc on peut traduire en français par le FNART, pour mesurer l'intelligence prémorbide. Tout ça est bien intéressant, mais comme vous voyez, du coup, il n'y a pas de test recommandé par domaine, ce qui est quand même une petite limite par rapport aux recommandations initiales de 2012, donc 13 ans plus tôt. Et puis, vous remarquez aussi que les recommandations sur les symptômes principaux retrouvés dans Parkinson, c'est-à-dire les fonctions exécutives et les troubles de l'attention, ne sont pas encore sortis. D'après ce qu'indiquait la publication, il devrait bientôt arriver. Mais pour l'instant, en tout cas, 12 ans plus tard, il n'y a toujours pas de recommandations sur les tests utilisés sur le plan international. Mais grâce notamment à Cathy Jardin, qui est neuropsychologue en France, dès 2016, la recommandation a été faite pour pouvoir mesurer de façon précise, avec 2 tests par domaine, donc toujours, les fonctions cognitives chez nos patients parkinsoniens. Et donc je me suis un peu amusé à faire la correspondance entre ces tests recommandés en 2016, donc peu après la publication de la recommandation, et les recommandations internationales publiées il y a 3 mois. Et on retrouve en fait que 2 tests en commun, donc la MoCA, que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis le Boston Naming Test pour tester le langage. Si on regarde un petit peu plus en précision, dans les recommandations donc, internationales, un test de jugement, de visuospatial, donc le jugement de ligne de Benton, lui est recommandé, mais avec prudence, à cause des normes qui ne sont pas forcément très très précises, et de son faible niveau de sensibilité chez les patients de bon niveau. Et puis le test de l'horloge aussi, que nous on utilise pour mesurer les fonctions visuospatiales, en tout cas celles qui sont recommandées, en fait est peu précis, puisque peu sensible chez les patients Parkinson, d'après les recommandations donc, qui viennent de sortir. Et le langage, qui est chez nous en principe lié avec les fluences verbales, sont recommandés, vont apparaître dans les fonctions exécutives chez les patients
parkinsonien d'après la recommandation de 2025. Dans tous les cas, comment faire en fait pour... Enfin, est-ce que nous avons une harmonisation française au sein du groupe des centres Parkinson, des neuropsychologues de centres Parkinson? Théoriquement, on pourrait en avoir une en tout cas, vu que la batterie existe. Il y a aussi un protocole national qui a permis d'utiliser cette batterie de façon très récurrente chez les patients préopératoires, vu que c'était dans le cadre d'une étude de recherche qui a été quasiment suivie par l'ensemble des centres Parkinson en France. Il y a aussi tout un réseau de médecins et aussi surtout de neuropsychologues qui donc se réunit, que d'ailleurs je coordonne, qui se réunit donc 2 fois par an. Donc on a aussi l'occasion de pouvoir échanger pour pouvoir homogénéiser nos pratiques. Et puis si on le souhaite, nous avons même une base de données que l'on peut remplir si nous avons un peu de temps et surtout beaucoup de motivation. Et donc, ok, la batterie existe, mais est-elle encore utilisée maintenant? Donc, Predistim, là, le protocole dont je vous ai parlé, date de 2014-15. Là, on est 10 ans plus tard, et les neuropsychologues de Bordeaux se sont posé la question. Et en fait, nous ont posé la question à nous, donc aux neuropsychologues des différents centres experts Parkinson. Et donc, on remarque que 75% des neuropsy n'utilisent pas la batterie recommandée dans sa globalité. Ce qui pose un petit souci par rapport au consensus, et ce qui pourrait éventuellement demander peut-être une révision, ou en tout cas une amélioration de l'explication de l'utilisation de cette batterie. En fait, il existe beaucoup de doutes, notamment sur les aspects psychométriques. Par exemple, beaucoup de personnes doutent sur un test qui est censé évaluer la mémoire, mais qui en pratique semble plus mesurer des aspects attentionnels que mnésiques. Et puis aussi, l'idée serait soit de modifier la batterie pour pouvoir l'ajuster pour que le plus grand nombre l'utilise, soit de vérifier les aspects psychométriques pour pouvoir confirmer l'intérêt de cette batterie-là. Donc ça, ce sont les travaux qui pourraient être en cours, ou en tout cas qui pourraient être intéressants à mener. Donc la batterie, ok, elle existe, c'est homogène, on peut faire passer les tests, mais après, est-ce que l'interprétation des tests est homogène aussi? C'est ça, en fait, l'intérêt de passer les tests, de pouvoir faire en sorte que chacun interprète de la même façon au sein des centres pour que les indications ou pas d'opérabilité pour un patient parkinsonien soient les mêmes, soient homogènes entre les centres. Mais du coup, alors, on revient à la question initiale, aux facteurs de risque. On disait tout à l'heure que les patients les plus altérés au niveau des fonctions exécutives étaient ceux qui ont le plus mauvais pronostic. Mais au final, c'est quoi, en fait, un patient qui a des fonctions cognitives les plus altérées? Ça part de combien? Et là, en fait, on n'a pas de consensus non plus. Donc, on ne peut pas dire, ensemble, pour l'instant, en tout cas, quel score, quelle valeur nous pouvons considérer comme étant une espèce de seuil contre-indiquant la stimulation chez les patients parkinsoniens. Donc il faudrait sans doute rédiger entre nous des recommandations d'interprétation de ces tests. Et puis aussi, malgré le fait que, donc, comme l'a dit Dominique Drapier, ces tests-là, ces bilans-là, sont passés depuis des années, on n'arrive pas encore, on n'a pas de modèle prédictif. Donc on voit des patients en préopératoire, et puis après on se dit, je pense qu'il va évoluer comme ça. Mais on n'a pas de modèle vraiment statistique, permettant à partir du score préopératoire d'estimer le score post-opératoire avec un intervalle de confiance cohérent, quoi. Donc là aussi, l'intérêt des bases de données pour pouvoir engendrer et collecter plein de données pré- et post-opératoires pourrait sans doute permettre de créer des modèles statistiques importants et intéressants. Donc tout ça fait que l'interprétation, en tout cas on peut se poser la question de l'homogénéité des sciences chirurgicales sur le plan cognitif en tout cas, entre les différents centres Parkinson en France. Donc, si je conclue un peu là-dessus, que je reprends le titre, donc vers une harmonisation neuropsychiatrique du bilan préopératoire en France, on a l'outil, mais il faut peut-être le modifier ou en tout cas le valider. Et puis, il faut aussi valider ou homogénéiser l'interprétation de ces différents outils. Voilà, merci.